tu écris des chiffres tous les jours. 1, 2, 3, 4. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander d'où ils viennent? Pourquoi on ne compte pas autrement? Derrière ces simples symboles se cache l'une des plus grandes aventures intellectuelles de l'humanité. Une histoire faite de génie, de voyages, de révolutions et même de controverses. Crois-moi, tu ne regarderas plus jamais les chiffres de la même façon après cette vidéo. Prêt pour ce voyage à travers les siècles? Alors, on y va. Compter, un besoin universel, une histoire millénaire. Les chiffres. Nous les utilisons quotidiennement sans même y penser. Pourtant, derrière chaque 1, chaque 5, chaque 0, se cache un héritage vieux de dizaines de milliers d'années. Car le besoin de compter, de mesurer, est inscrit dans la nature humaine. Avant même d'inventer l'écriture, les hommes ont appris à compter. Tout commence bien avant les premières grandes civilisations. On retrouve déjà des traces de comptage dans des objets datés de plus de 20 000 ans avant Jésus-Christ. L'exemple le plus célèbre est l'os d'Ishango, découvert près du lac Édouard, entre l'actuel Ouganda et le Congo. Cet os, de la taille d'un stylo, est gravé de séries de traits. S'agit-il d'un outil de comptage? D'un calendrier lunaire? D'un registre de troc? Nous n'en sommes pas certains. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il témoigne d'une volonté précoce de représenter et de mémoriser des quantités. Pourquoi ce besoin est-il apparu si tôt? La réponse est simple: survivre. Dans un monde de chasseurs-cueilleurs, savoir compter les jours entre deux pleines lunes, les proies chassées ou les réserves de nourriture pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Le comptage a d'abord été un acte instinctif, bien avant de devenir une science abstraite. Avec l'essor de l'agriculture, vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, ce besoin se fait encore plus pressant. On ne se contente plus de chasser pour le lendemain. Il faut désormais stocker, échanger, prévoir. Les premières sociétés sédentaires voient le jour en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, et avec elles apparaissent les premiers systèmes de comptage structurés. Les Sumériens, vers 3000 ans avant Jésus-Christ, jouent ici un rôle fondamental. Ce peuple invente l'un des premiers systèmes d'écriture, le cunéiforme, gravé sur des tablettes d'argile. Mais ils inventent aussi un système de numération en base 60, un choix fascinant. Pourquoi base 60? Parce que 60 est divisible par de nombreux nombres, 2, 3, 4, 5, 6. Cela facilite les échanges commerciaux et les calculs de fractions. Héritage de cette époque, nous comptons encore aujourd'hui les minutes et les secondes sur cette base. Les tablettes cunéiformes sumériennes permettent de gérer des stocks de céréales, des troupeaux, des échanges de marchandises. C'est une révolution silencieuse. Grâce aux chiffres, la complexité sociale devient gérable. On peut désormais organiser des sociétés de plusieurs milliers d'individus sans sombrer dans le chaos. Parallèlement, d'autres civilisations développent leur propre système. En Égypte ancienne, les scribes utilisent des hiéroglyphes spécifiques pour les nombres. Le système est dit additif. Pour écrire 23, on inscrit 2 symboles représentant 10 et 3 symboles pour 1. Le système égyptien permet de compter jusqu'à de très grandes quantités, mais il reste fastidieux pour effectuer des opérations complexes comme la multiplication ou la division. Chez les Chinois, très tôt aussi, on retrouve des systèmes de bâtons de comptage, puis des représentations graphiques associées à des caractères. L'un des traits remarquables de la pensée chinoise est le développement précoce d'une approche pragmatique des nombres, liée aux besoins administratifs de l'Empire. À ce stade de l'histoire, un constat s'impose. Toutes les civilisations ont inventé des moyens de compter. C'est un besoin universel. Mais la manière de le faire diffère d'une culture à l'autre. Certains systèmes sont purement visuels, d'autres oraux. Certains permettent des calculs avancés, d'autres se limitent à l'enregistrement de quantités. Il manque cependant 2 ingrédients majeurs pour que les chiffres deviennent véritablement l'outil universel que nous connaissons aujourd'hui. Un système positionnel, où la valeur d'un chiffre dépend de sa position, comme dans notre système actuel, 2025, 1 an, 2000, plus 0 centaine, plus 2 dizaines, plus 5 unités. Un symbole pour le 0, indispensable pour représenter le rien, pour positionner les chiffres correctement, et pour permettre les calculs modernes. Ces 2 idées vont mettre plusieurs millénaires à émerger, car elles nécessitent une véritable révolution intellectuelle.
concevoir le rien comme un concept mathématique et non comme une simple absence. Ce saut de pensée ne viendra ni d'Égypte, ni de Mésopotamie, ni de Rome, mais d'une autre terre, à des milliers de kilomètres. Mais nous n'en sommes pas encore là. À ce stade, les chiffres sont encore des outils de pouvoir. Les rois, les prêtres, les commerçants les utilisent pour gouverner et contrôler. Les peuples, eux, continuent souvent à compter sur leurs doigts. Les Grecs et les Romains, le génie sans les chiffres. Lorsque l'on pense à l'héritage intellectuel de l'Antiquité, deux civilisations viennent immédiatement à l'esprit, les Grecs et les Romains. Ils nous ont légué la philosophie, le droit, l'architecture, la littérature et une immense curiosité scientifique. Mais paradoxalement, en matière de chiffres, ces deux peuples n'ont pas su, ou pas voulu, franchir les étapes décisives vers le progrès. Leur rapport au nombre est resté marqué par les traditions et les limites techniques de leur temps, et cela aura des conséquences majeures. Les Grecs, des penseurs fascinés, mais freinés par leur système. Les Grecs anciens, en particulier les philosophes comme Pythagore, Euclide, Archimède, ont eu une relation très particulière au nombre. Pour eux, le monde entier pouvait se comprendre à travers les nombres. Pythagore va jusqu'à dire « tout est nombre ». Il découvre par exemple que les cordes d'un instrument de musique produisent des sons harmoniques selon des rapports numériques simples. Cette vision mystique des nombres a profondément marqué la pensée grecque. Mais du point de vue pratique, les choses se compliquent. Le système numérique grec était basé sur l'alphabet. Chaque lettre représentait un nombre. On utilisait des lettres pour compter jusqu'à 9, d'autres pour les dizaines, d'autres pour les centaines. Ainsi, pour écrire 241, il fallait combiner la lettre représentant 200, celle pour 40 et celle pour 1. C'était un système additif, comme chez les Égyptiens. Efficace pour noter des quantités, mais peu adapté aux calculs complexes. Pas de position des chiffres, pas de zéro. Et donc, pas de possibilité d'automatiser les opérations arithmétiques avancées. Faire une multiplication ou une division exigeait une grande habileté mentale ou graphique. C'est l'une des raisons pour lesquelles les mathématiques grecques ont été très théoriques. Géométrie, démonstrations abstraites, mais peu de calculs pratiques. Ils savaient démontrer des théorèmes magnifiques, mais calculer de manière efficace restait laborieux. Les Romains, des bâtisseurs, prisonniers de leurs chiffres. Les Romains, quant à eux, ont dominé le monde méditerranéen pendant des siècles. Leur génie a été pragmatique, routes, aqueducs, légions, droits. Mais leur système numérique a été l'un des plus inadaptés de l'histoire. Les chiffres romains, que nous connaissons encore aujourd'hui, I, V, X, L, C, D, M, sont issus des systèmes de comptage étrusques, eux-mêmes très anciens. Ce système est purement additif et soustractif. I pour 1V pour 5X pour 10L pour 50C pour 100D pour 500M pour 1000. Ainsi, pour écrire 1984, il fallait écrire MCML XXAS, une gymnastique mentale assez lourde. Le problème est le même qu'avec les Grecs. Aucune position des chiffres, aucun symbole pour le zéro. Impossible de poser des additions ou des multiplications efficaces. Résultat, les Romains, bien qu'excellents ingénieurs, faisaient leurs calculs à l'aide d'un outil externe, l'abac. Cet ancêtre de la calculatrice, avec ses perles coulissantes, permettait de manipuler des quantités sans écrire les calculs. Mais du coup, l'apprentissage du calcul restait réservé aux professionnels, marchands, banquiers, architectes. Le commun des mortels ne manipulait que les chiffres les plus simples. Et surtout, ce système empêchait le développement de branches essentielles des mathématiques. Le calcul de fractions était compliqué. Le calcul d'intérêt ou de croissance était très limité. Les calculs astronomiques restaient l'apanage d'élites très spécialisées, un frein au progrès scientifique. Ce retard des systèmes grecs et romains a eu un impact durable. Pendant des siècles, en Europe, les mathématiques sont restées prisonnières de systèmes de numération inefficaces. On admirait les démonstrations d'Euclide, on utilisait les aqueducs de Rome, mais on peinait à faire de simples calculs commerciaux. Ce n'est pas un hasard si les civilisations indiennes et arabes vont prendre une avance décisive dans ce domaine, car elles, au contraire, vont inventer puis adopter les outils essentiels du calcul moderne. L'héritage. Pourquoi ces civilisations, pourtant si brillantes, n'ont-elles pas inventé un meilleur système numérique? C'est sans doute une question culturelle.
Le prestige des lettres et des traditions a freiné l'apparition de concepts révolutionnaires comme le zéro ou le système positionnel. Par ailleurs, les sociétés antiques valorisaient plus la géométrie, perçue comme noble, que l'arithmétique, considérée comme un art pratique et subalterne. Mais l'histoire allait bientôt basculer. En Inde, de nouvelles idées allaient émerger. Et grâce à la transmission arabo-musulmane, l'Europe allait enfin recevoir cet outil qui allait tout changer. À ce point de l'histoire, nous avons vu comment les grandes civilisations antiques ont su développer des systèmes de numération pour répondre à leurs besoins. Pourtant, malgré leur ingéniosité, ni les Grecs ni les Romains n'ont su franchir le pas qui allait véritablement révolutionner le calcul. Ce pas décisif, la mise au point d'un système positionnel et l'introduction du zéro, ne viendra ni d'Europe ni du Proche-Orient. Il verra le jour en Inde, terre d'une tradition philosophique et scientifique d'une richesse souvent sous-estimée. Un terrain intellectuel fertile. Les penseurs indiens de l'Antiquité ont toujours eu un rapport particulier au concept de l'infini, du vide, de l'abstraction. La notion de shunya, signifiant vide ou néant, est ancienne dans la pensée indienne, notamment dans les traditions bouddhistes et hindouistes. Ce n'est donc pas un hasard si c'est dans ce terreau intellectuel que naît l'idée la plus audacieuse en mathématiques, représenter le rien par un symbole numérique. L'invention du zéro. Le zéro, en tant que concept mathématique, est probablement l'une des inventions les plus profondes de l'histoire humaine. Avant cela, les civilisations pouvaient exprimer l'absence de quelque chose, en laissant un espace vide par exemple, mais n'avaient pas de symbole numérique pour désigner cette absence. Le zéro n'était ni compté, ni utilisé comme chiffre. Vers le 5e siècle après Jésus-Christ, des mathématiciens indiens développent un véritable système positionnel décimal. On ne connaît pas le nom de son inventeur exact, mais les écrits du mathématicien Brahmagupta au 7e siècle jouent un rôle majeur dans sa formalisation. Brahmagupta définit les règles de calcul avec le zéro. Un nombre plus zéro égale ce nombre. Un nombre moins zéro égale ce nombre. Un nombre multiplié par zéro donne zéro. Il va même jusqu'à évoquer la division par zéro, une notion qui continuera à poser problème pendant des siècles. Le zéro prend alors la forme d'un point ou d'un petit cercle. Plus qu'un simple chiffre, il devient un pivot central du calcul. Le système décimal positionnel. L'autre innovation essentielle des Indiens est l'utilisation du système décimal positionnel. Dans ce système, la valeur d'un chiffre dépend de sa position. Chaque position représente une puissance de 10, unités, dizaines, centaines, milliers, etc. Prenons un exemple tout simple, le nombre 2, 305. Le chiffre 2 représente 2 milliers, le 3 représente 3 centaines, le 0, 0, signale qu'il n'y a aucune dizaine. Le 5 représente 5 unités. Ce système paraît aujourd'hui évident, mais à l'époque, c'était une véritable révolution. Il permet de représenter n'importe quel nombre avec un nombre limité de symboles, les chiffres de 0 à 9, de faire des calculs de manière efficace et fiable. Contrairement aux systèmes additifs des Romains ou des Grecs, ce système rend les multiplications, les divisions et les opérations sur de très grands nombres beaucoup plus simples. Pourquoi l'Inde ? Pourquoi cette révolution est-elle née en Inde et pas ailleurs ? Les spécialistes avancent plusieurs raisons. La tradition philosophique indienne était ouverte à l'abstraction. Penser le vide comme une entité était naturel pour les Indiens, bien plus que pour les Grecs ou les Romains. Les besoins commerciaux de l'Inde, au cœur de vastes réseaux d'échanges, favorisèrent l'émergence de systèmes de comptage efficaces. Les écoles de mathématiques indiennes, comme celle d'Ujjain, étaient très avancées et rivalisaient avec les plus grands centres de savoir de l'époque. Une révolution lente à se diffuser. On pourrait croire que, face à de telles avancées, le reste du monde aurait immédiatement adopté ce système. Il n'en fut rien. Pendant plusieurs siècles, ce savoir restera relativement confiné au sous-continent indien. Mais l'histoire allait bientôt basculer grâce à un autre monde intellectuel en pleine effervescence, le monde arabo-musulman. À partir du 8e siècle, les savants arabes vont s'enthousiasmer pour les mathématiques indiennes et en devenir les principaux diffuseurs vers l'Occident. Ils traduiront les textes indiens, perfectionneront les notations et introduiront ces concepts révolutionnaires en Afrique du Nord et en Europe via l'Espagne musulmane. L'importance du zéro pour l'avenir. Aujourd'hui encore, nous sous-estimons l'importance du zéro. Sans zéro, pas d'arithmétique moderne, pas d'algèbre, pas de physique avancée, pas d'informatique.
Chaque calcul réalisé par ton smartphone, chaque algorithme utilisé par l'intelligence artificielle repose sur cette invention venue d'Inde il y a plus de 1500 ans. Le zéro n'est pas qu'un chiffre, c'est le socle de notre monde numérique. Les chiffres voyagent. La transmission arabo-musulmane. L'histoire des chiffres ne s'arrête pas en Inde. Ce qui fait leur force, c'est justement qu'ils ont su voyager, franchir les frontières et s'adapter aux besoins de civilisations très différentes. Et pour cela, le rôle du monde arabo-musulman fut déterminant. Nous sommes au 8e siècle après Jésus-Christ. Tandis que l'Europe entre dans ce que l'on appellera plus tard le Moyen Âge, le monde musulman connaît une véritable renaissance intellectuelle, l'âge d'or de Bagdad. Tout commence sous le califat des Abbassides, qui font de Bagdad une capitale de la science et du savoir. En 762, le calife Al-Mansour fonde la ville. Quelques décennies plus tard, son successeur Al-Mamoun y établit la célèbre Maison de la Sagesse, Bayt al-Hikma, une institution vouée à la traduction des savoirs venus d'Inde, de Grèce, de Perse et d'ailleurs. C'est là que de nombreux textes indiens sont traduits en arabe, notamment des traités de mathématiques. Parmi eux, le Siddhanta de Brahmagupta, qui contient la description du système décimal positionnel et l'usage du zéro. Les savants arabes comprennent immédiatement la puissance de ces concepts. Ils les adoptent, les adaptent, les perfectionnent. Al-Khwarizmi, le passeur de génie. Un nom s'impose ici, Al-Khwarizmi. Ce mathématicien perse, actif à Bagdad au IXe siècle, joue un rôle central. Son traité sur le calcul indien introduit explicitement en arabe les méthodes de calcul indiennes. Al-Khwarizmi explique comment utiliser les chiffres de 1 à 9 avec le 0 dans un système positionnel. Ce traité va devenir une référence pour les mathématiciens du monde musulman puis bien au-delà. Son autre ouvrage majeur, Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala, donnera naissance au mot algèbre. Quant à son nom latinisé, algorithmi, donnera notre mot algorithme. Autrement dit, si tu fais aujourd'hui des algorithmes en informatique, c'est en droite ligne de ce que ce savant a transmis au monde. Pourquoi ces chiffres sont-ils appelés arabes? Voici un point souvent mal compris. Le système que nous utilisons aujourd'hui a été inventé en Inde. Mais ce sont les savants arabo-musulmans qui l'ont codifié, enseigné et diffusé vers l'Occident. Lorsque ces chiffres arrivent en Europe, les érudits occidentaux les découvrent à travers les textes arabes. On les appellera donc chiffres arabes, en hommage à ce canal de transmission. Il est intéressant de noter que les chiffres utilisés dans le monde arabe aujourd'hui, les fameux chiffres dits arabes orientaux, sont légèrement différents de ceux que nous utilisons en Occident. Preuve de cette richesse d'adaptation culturelle. Une diffusion progressive vers l'Europe. Mais comment ces chiffres arrivent-ils en Europe chrétienne? Le principal vecteur sera l'Espagne musulmane, l'Al-Andalus. À partir du IXe siècle, Tolède devient un centre majeur de traduction. Des savants chrétiens y apprennent l'arabe pour pouvoir lire les textes scientifiques. Vers le XIIe siècle, l'Europe redécouvre ainsi, par les traductions arabes, des savoirs oubliés ou inconnus. La philosophie grecque, les sciences perses, les mathématiques indiennes. Les chiffres arabes font partie de ce trésor. Fibonacci, l'homme qui fait basculer l'Europe. Un nom va jouer un rôle clé dans cette adoption. Leonardo Fibonacci, un marchand italien du XIIIe siècle. Fibonacci voyage en Afrique du Nord, découvre le système de numération arabe et en comprend immédiatement l'intérêt. À son retour, il écrit le fameux Liber Abbasi, le livre de l'Abacus, en 1202, un traité destiné aux marchands européens. Il y démontre les avantages du système décimal et du zéro pour les calculs commerciaux. Petit à petit, les marchands italiens, puis les banquiers, adoptent ce système bien plus pratique que les chiffres romains. Les résistances, cependant, l'adoption n'est pas immédiate. Le Moyen-Âge européen est marqué par une grande méfiance envers les nouveautés venues du monde musulman. Certaines autorités ecclésiastiques s'opposent à l'usage de ces chiffres jugés trop ésotériques, voire diaboliques. Les chiffres arabes, plus difficiles à falsifier que les chiffres romains, ne plaisent pas non plus à certains acteurs peu scrupuleux du monde commercial. Mais le pragmatisme finit par l'emporter. Les marchands et banquiers adoptent massivement ce système, bien plus adapté aux besoins du commerce en expansion. Un lex universel,
Ainsi, c'est grâce à cette chaîne de transmission, des sages indiens aux savants arabo-musulmans, puis aux érudits et commerçants européens, que les chiffres que nous utilisons aujourd'hui ont conquis le monde. C'est un exemple magnifique de ce que peut accomplir le dialogue des cultures. En croisant les savoirs venus d'Inde, d'Arabie et d'Europe, l'humanité a su se doter d'un outil universel. L'adoption européenne, résistance, révolution et triomphe des chiffres arabes. Au début du XIIIe siècle, les chiffres arabes et le zéro sont arrivés en Europe, mais leur adoption ne se fait pas en un jour. Elle est même longue, conflictuelle, semée de résistance. Pourtant, en quelques siècles, ces chiffres allaient définitivement supplanter le système romain et ouvrir la voie à la modernité. Un monde méfiant face à l'inconnu. Pourquoi une telle résistance? D'abord parce que les chiffres arabes arrivent dans un climat de méfiance. L'Europe médiévale est encore largement cloisonnée sur le plan intellectuel. Tout ce qui vient du monde musulman, et plus largement de l'étranger, suscite suspicion. Les chiffres arabes sont perçus comme ésotériques, incompréhensibles pour le commun des mortels. Ils semblent appartenir aux sciences occultes, et certains clercs vont jusqu'à les dénoncer comme œuvres du diable. À cela s'ajoute un facteur plus terre-à-terre, les marchands peu scrupuleux. Avec les chiffres romains, il était plus facile de tricher sur les documents comptables. Les chiffres arabes, bien plus lisibles et clairs, rendent ces fraudes plus difficiles. Certains s'opposent donc à leur adoption pour préserver leurs petits arrangements, les premières interdictions. Face à ces peurs, plusieurs villes ou corporations européennes émettent carrément des interdictions. Par exemple, à Florence, en 1299, un décret interdit l'usage des chiffres arabes dans les documents officiels et les comptes publics. On leur préfère les chiffres romains et l'écriture en toutes lettres. Pourquoi? Parce que les autorités estiment que ces chiffres, trop nouveaux, favorisent la confusion et la falsification. Ironique, quand on sait qu'ils étaient justement conçus pour clarifier le calcul. Mais le progrès a ceci de remarquable qu'il finit toujours par s'imposer lorsque son utilité est trop grande. Le commerce, moteur de la révolution. C'est dans le monde du commerce que les chiffres arabes vont d'abord triompher. Les marchands italiens, en particulier ceux des cités maritimes comme Venise, Gênes ou Pise, adoptent rapidement ce système plus efficace pour gérer les comptes, les intérêts, les devises multiples. Ils comprennent vite que ces chiffres permettent de calculer plus vite, de réduire les erreurs, de traiter des transactions de plus en plus complexes. Ces avantages sont cruciaux dans un monde où les échanges commerciaux explosent. L'art des banquiers italiens. C'est aussi dans le milieu de la banque que les chiffres arabes deviennent indispensables. Les grandes familles de banquiers florentins, comme les Médicis, jouent un rôle essentiel dans cette adoption. Leurs vastes réseaux commerciaux et financiers nécessitent des méthodes de calcul fiables. Avec les chiffres arabes, ils peuvent enfin poser des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions sur papier, ce qui était quasiment impossible avec les chiffres romains. De plus, le système décimal permet de calculer précisément les intérêts, élément clé dans le développement du crédit et du capitalisme naissant. Le rôle de l'imprimerie. Le second grand facteur d'accélération sera l'imprimerie, inventée au milieu du XVe siècle par Gutenberg. Avant l'imprimerie, les livres étaient copiés à la main, et les copistes étaient souvent peu familiers des chiffres arabes. Cela freinait leur diffusion. Mais avec l'imprimerie, les premiers manuels de mathématiques circulent plus largement. On y apprend les méthodes de calcul avec les nouveaux chiffres. Un ouvrage clé est le Treviso arithmétique, imprimé en 1478 en Italie. C'est l'un des premiers livres européens d'arithmétique imprimés, destinés aux jeunes marchands. Il enseigne l'usage des chiffres arabes pour les transactions commerciales. Peu à peu, ces chiffres entrent dans les écoles de commerce, puis dans les administrations publiques. Une conquête définitive. À partir du XVIe siècle, le mouvement devient irréversible. Les universités, les administrations royales, les comptabilités publiques adoptent progressivement les chiffres arabes. En France, le roi François Ier lui-même encourage leur usage. Dans les actes officiels, les chiffres arabes remplacent peu à peu les chiffres romains. Le monde scientifique suit le même chemin. Des astronomes comme Copernic ou Galilée utilisent les chiffres arabes pour leurs calculs révolutionnaires. Une transformation du rapport au monde. L'adoption des chiffres arabes n'est pas qu'une question pratique. C'est un changement de paradigme. Avec ce système, le calcul devient accessible. On peut apprendre à poser une multiplication en école de base.
Les grands marchands ne dépendent plus des spécialistes du calcul à la BAC. La démocratisation du calcul va de pair avec celle de l'écriture et de la lecture. On passe d'une ère d'élite lettrée à une société où un nombre croissant d'individus peut comprendre, utiliser et manipuler les nombres. Cette transformation sera cruciale pour le développement de la science moderne et de l'économie capitaliste. Un socle pour l'avenir. Aujourd'hui, nous utilisons sans même y penser ces chiffres venus de si loin. Le 0 que tu tapes sur ton téléphone, le 1 de ton mot de passe, le 3 de ta date de naissance, sont les héritiers directs de ce long périple intellectuel. Le système décimal positionnel, avec son 0, est devenu le langage universel du monde numérique. Ordinateur, réseau, intelligence artificielle, tout repose, en dernière analyse, sur cette révolution millénaire. Les chiffres aujourd'hui et demain. Un héritage universel. Nous arrivons au terme de ce voyage millénaire. Les chiffres que nous utilisons chaque jour, sans même y penser, sont le fruit d'un lent tissage entre les cultures, d'une transmission de savoir à travers les siècles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui plus que jamais, les chiffres jouent un rôle central dans le fonctionnement de notre monde. Et leur importance va encore croître à l'avenir. Le langage universel de la modernité. Aujourd'hui, le système décimal positionnel est utilisé sur toute la planète. Il a supplanté presque tous les autres systèmes de numération. Ce n'est pas un hasard. Sa simplicité, son efficacité, sa logique en ont fait le langage universel des sciences, de la technique, de l'économie. Ouvre n'importe quelle application de ton smartphone. Les chiffres y sont omniprésents. Consulte les cours de la bourse, suis l'évolution d'une épidémie, programme un satellite, code un algorithme. Les chiffres sont partout. Ils sont devenus le socle de notre civilisation numérique, le rôle fondamental du 0. Parmi ces chiffres, le 0 mérite une mention spéciale. Souviens-toi, pendant des millénaires, aucune civilisation n'avait véritablement intégré ce concept. Aujourd'hui, il est au cœur de tout. Sans 0, pas de système binaire. Or, le système binaire, fait de 0 et de 1, est le langage natif de l'informatique. Chaque pixel que tu vois sur ton écran, chaque bit de ton disque dur, chaque octet de mémoire, repose sur l'alternance de ces deux états fondamentaux, 0 et 1. Autrement dit, sans l'invention du 0 par les mathématiciens indiens, et sans sa transmission par le monde arabe, nous n'aurions ni ordinateur, ni smartphone, ni intelligence artificielle. Le 0, ce symbole de rien, est en réalité le père de toutes les technologies du tout numérique. Les chiffres au cœur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'intelligence artificielle. Là encore, les chiffres sont omniprésents. Les IA, comme celle qui me permet de te parler en ce moment, fonctionnent grâce à des réseaux de neurones artificiels qui manipulent des nombres. Les neurones de ces réseaux reçoivent des signaux sous forme de valeurs numériques. Les poids attribués aux connexions entre neurones sont des chiffres. L'apprentissage consiste à ajuster ces chiffres pour obtenir le comportement désiré. Derrière chaque recommandation sur YouTube, chaque photo retouchée par une IA, chaque voiture autonome, il y a des milliards d'opérations mathématiques exécutées chaque seconde. Nous vivons dans un monde où les chiffres, jadis symboles gravés sur des tablettes d'argile, sont désormais le moteur invisible de nos machines les plus avancées. Un héritage pour tous. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'elle montre combien les savoirs circulent. Les chiffres que tu utilises sont nés en Inde, ont été perfectionnés par les savants arabes, diffusés par des marchands italiens, adoptés par l'Europe, et aujourd'hui universalisés. Aucune civilisation ne peut revendiquer à elle seule cet héritage. C'est un bien commun de l'humanité. Chaque fois que tu tapes un code PIN, que tu règles une alarme, que tu lis l'heure sur ton écran, tu utilises un savoir qui a voyagé pendant des millénaires. Et demain, quel sera l'avenir des chiffres? Certaines pistes sont fascinantes. De nouveaux systèmes de calcul quantique sont en développement. Ils reposent sur des probabilités et des états superposés. Mais les chiffres resteront au cœur de ces technologies. Les interfaces cerveau-machine utiliseront des signaux électriques, traduits en chiffres pour être compris et traités. L'exploration spatiale, les simulations climatiques, les nouveaux matériaux, tous ces domaines avancent grâce à des calculs numériques de plus en plus puissants. En un sens, nous sommes en train d'ajouter de nouveaux chapitres à cette histoire millénaire. Une leçon pour notre temps.
Cette histoire des chiffres nous enseigne aussi l'importance du dialogue entre les cultures. Ce qui a permis cette révolution, ce n'est pas l'isolement, mais l'échange. Les mathématiciens indiens ont osé concevoir le zéro. Les savants arabes ont traduit, diffusé et enrichi ces savoirs. Les marchands italiens ont compris leurs valeurs pratiques. Les imprimeurs européens ont permis leur démocratisation. Et parce que des civilisations ont su apprendre les unes des autres que nous disposons aujourd'hui de ce formidable outil. Dans un monde souvent fracturé, cette histoire nous rappelle qu'en partageant nos savoirs, nous avançons tous ensemble. Voilà. Nous venons de parcourir ensemble l'une des plus grandes aventures intellectuelles de l'humanité. Du bâton gravé des premiers hommes, à l'os d'Ishango, en passant par les hiéroglyphes des scribes égyptiens, jusqu'au génie des mathématiciens indiens, la passion des savants arabo-musulmans et l'audace des marchands européens. Les chiffres que tu utilises chaque jour ne sont pas de simples symboles. Ce sont les témoins vivants de ce voyage. Ils nous rappellent qu'à travers les siècles, les civilisations ont su dialoguer, partager, apprendre les unes des autres. Et aujourd'hui encore, dans ce monde numérique où tout repose sur le 0 et le 1, cet héritage continue de façonner notre avenir. Alors la prochaine fois que tu taperas un code sur ton téléphone, souviens-toi du chemin incroyable qu'il a parcouru pour arriver jusqu'à toi. Et toi, que penses-tu que seront les chiffres de demain? Les chiffres quantiques, de nouvelles représentations mathématiques? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit like. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations passionnantes. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps, et à très bientôt pour une nouvelle découverte.